Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Tiens, aujourd'hui on va parler du budget et écoutez, on va en parler avec nos invités aujourd'hui. On va en parler avec Bernard Cadot qui est ancien président de Orpi, bonjour, et Christophe Demerson qui a passé toute la semaine avec nous et qui est ancien président de l'UNPI. Bonjour Christophe. Bonjour, alors, quand je vous parle de budget, qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Demerson? Le budget de la France, la PLF 2026. Ça m'inspire on est dans une séquence de communication pour toutes les parties, j'allais dire, de l'extrême droite à l'extrême gauche. S'il y a de l'extrême droite à l'Assemblée, ça se discute. Voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? Parlez près du micro, mon cher. Oui, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ce que je vois tout de suite, c'est que le Premier ministre, Le Cornu, essaye de parler de rabotage sur 17 milliards. Et quand on regarde les vrais chiffres et les gens qui regardent un petit peu ce qui se passe, c'est pas 17 milliards qu'il va falloir d'économie, c'est si on parle du Conseil d'analyse économique, on serait plutôt sur 112 milliards. Et si on est sur l'Institut Montaigne, on est à 140 milliards. Donc on sera plus sur du rabotage, on sera plutôt sur de la tronçonneuse. Bernard Cadot, vous avez suivi les débats parlementaires depuis des mois maintenant. Qu'est-ce qui revient chez vous? Est-ce que vous dites qu'on a affaire à une sorte d'immaturité parlementaire? Peut-être. Je crois que si c'était pas aussi dramatique, on pourrait en rire. Parce que manifestement, clairement, malheureusement, et je déplore vraiment, je trouve que le personnel politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Et les Français ne s'y retrouvent pas. Moi-même, peut-être vous pouvez vous le faire, mais en tout cas, c'est très compliqué de faire un point précis, de savoir où on en est. En plus, avec la navette parlementaire, on a défait, on a détricoté, on ne sait pas quelle sera l'issue, on ne s'y retrouve pas. Et surtout, le sentiment qui prévaut, j'ai l'impression, c'est que malgré toute cette agitation, on n'y verra guère plus clair et surtout, on ne réduira pas le montant de la dette et on ne s'attaquera pas aux causes profondes, structurelles de la diminution des dépenses de l'État. C'est ça qui est... c'est une espèce de résignation, j'ai l'impression. Il y a une gesticulation et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner. Chacun, bien sûr, aura le mot pour dire que grâce à lui, ça aurait pu être pire. Mais le quotidien demain, et notamment pour le logement, on n'y voit rien, quoi. Justement, alors, Christophe Demerson, vous l'avez dit des dizaines de fois, l'instabilité détruit le logement. Est-ce qu'on a franchi un niveau supérieur aujourd'hui, notamment d'une classe politique qui n'est pas capable de produire des règles? Comme disait Bernard Cadot, on n'y voit plus rien aujourd'hui, et pire, plus personne ne comprend rien. Ce qu'on voit quand même, c'est que les taxes, elles vont continuer d'augmenter, mais les dépenses, elles ne vont pas baisser. Et Bernard, vous et moi, ensemble, on rencontre régulièrement des parlementaires, des députés. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on les voit, c'est pas moi. C'est jamais personne. Mais en réalité, tout le monde joue. Là, tout de suite, on est dans une séquence de communication. C'est-à-dire que chacun essaye de parler aux gens qui pensent à qui ça va dire quelque chose. Mais moi, je prendrai un seul exemple. La réforme de l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, il y a des députés qui se sont amusés, de tous les bords, avec des alliances parfois surprenantes entre le MoDem et les socialistes, ou entre ce qu'on veut. Mais maintenant, ça serait l'info sur la fortune improductive. Mais... Marc Ezrati, je ne veux pas faire mal à la tête aux Français, encore moins aux investisseurs, mais je peux vous dire quand même que c'est une très mauvaise nouvelle qui va coûter très cher à tout le monde. Parce que sous prétexte d'assouplir en réalité, oui, on va enlever ci, on va enlever ça, quand on regarde après dans les détails, il faut regarder les amendements, il faut regarder les sous-amendements, il y a quand même des députés qui s'en occupent, et sur la taxation, ils sont forts. Et à ce moment-là, je regarderai par exemple les amendements du député Brun.
je pense quand même qu'il y a des bailleurs qui vont tomber de leur chaise. Et puis, à la fin du compte, c'est toujours pareil. On vous parle de centaines de milliards, de millions, on vous parle de Bernard Arnault, et puis à la fin, c'est la veuve du Creusot qui paye, et puis à 1 million d'euros, vous êtes un riche capitaliste. Bernard Cadot, le logement, il n'est pas devenu le champ de bataille d'élus qui n'y connaissent finalement rien? Alors, la plupart n'y connaissent pas grand-chose. Ils se nourrissent des clichés, parce que les clichés ont la vie dure. Et puis surtout, je crois que le logement, il est victime de son cycle de production. Il faut qu'une bonne fois pour toutes, celles et ceux qui font la loi comprennent une chose. Alors, c'est pas populaire parce que ça rapporte pas grand-chose tout de suite. Il faut qu'ils comprennent que le logement obéit à un rythme qui est beaucoup plus lent que le rythme d'ailleurs d'une seule législature. Parce que si on voulait vraiment remettre en route la politique du logement et que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin en matière de logement, il ne faudrait pas 5 ans, il faudrait 10 ou 15 ans. Donc je crois qu'il est victime de ça. Et il faut qu'on arrive, et peut-être pourrions-nous en faire la démonstration et la pédagogie auprès de ces élus. Il faut qu'ils comprennent que ça obéit à un cycle qui est un cycle particulier. Et moi je m'étonne tout le temps qu'on fasse des lois de programmation militaire, et c'est d'actualité en ce moment, et qu'on n'ait pas eu l'idée de faire une loi de programmation pour le logement. Parce qu'une loi de programmation militaire, c'est pour 10 ans ou 15 ans, mais il faut faire l'équivalent pour le logement de 10 ans et de 15 ans. Et à ce moment-là, et puis écouter un petit peu les c'est ce qui avait été fait après 54, je crois, en France. Bah oui, mais 54, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 70 ans. Donc voilà, il faut... Oui, et les vieilles recettes, elles peuvent être mises au goût du jour. Il y a pas de. Il y avait notamment aussi dans les années 50 un commissariat au plan. Il y avait un commissariat et puis le commissariat au plan, il était chargé de dessiner le paysage de notre pays pour les 10, 15 et 20 ans qui viennent. Absolument. Ça serait peut-être pas mal qu'on s'en inspire. Christophe Demerson, comment est-ce qu'on peut faire pour que les propriétaires investissent alors que l'Assemblée nationale, elle ressemble plus à un open space? Je pense que tout de suite, on peut attendre la prochaine présidentielle, Marc Ezrati. Ouais, c'est beau, là, vous dites... Moi, je pense que tout est perdu. 2026, et moi, j'ai pas l'habitude. Non, mais moi, j'ai pas l'habitude de mentir et de pas dire ce que je pense. Alors, moi, je entends des circonvolutions. Je vois beaucoup de commentateurs, y compris dans des assemblées générales de professionnels, y compris un peu partout. 2026 sera une très bonne année. 2026, voilà, il va y avoir des miracles. Les gens vont être poussés à investir. Tout se passe pour le mieux au meilleur des mondes. Il va y avoir de la rentabilité. Les locataires vont être heureux. Les propriétaires vont être heureux. Et les professionnels, ils trouveront leur compte. Personnellement, je pense que c'est une utopie, c'est une fable. Et je pense qu'il faut attendre la prochaine présidentielle, puisque tout de suite, on est dans les effets d'annonce. Et en réalité, là, déjà, il y a les municipales qui se profilent. Donc là, déjà, c'est drapeau blanc pour tout le monde. Il n'y a pas de taxes, il n'y a personne, tout le monde est au courant de rien. Et après, ça va être cher, et tout le monde va payer. Bernard, justement, parlant de taxes, la taxe foncière, plus 37% en 10 ans, plus 88% à Paris. Finalement, cette taxe foncière, est-ce qu'elle n'est pas devenue un impôt hors de contrôle que personne n'a vraiment eu le courage de réformer intelligemment? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, il faut rappeler quand même que les valeurs locatives n'étaient pas réévaluées depuis les années 70. Bon, donc ça peut jouer. Non, mais le gros biais, et ça n'a pas été présenté du tout comme ça, malheureusement, le gros biais et la conséquence majeure, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Oui. Parce que la suppression de la taxe d'habitation, elle a eu 2 conséquences majeures. La première, c'est que du jour au lendemain, les communautés de communes et les communes se sont retrouvées privées de ressources, malgré les promesses qui avaient été faites de compenser à l'euro près ce que la taxe d'habitation rapportait. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et puis la deuxième conséquence, et ça, je pense que sur le long terme, c'est moins visible, mais plus pervers, c'est qu'on crée 2 catégories de citoyens. Il y a les locataires qui, c'est pas de leur faute, ils ont choisi d'être locataires, peu importe, mais ils ne payent plus la taxe d'impôt. Ils ne payent plus d'impôts localement. Les propriétaires, par contre, ils payent et parfois ils sont taxés et très fort. Et vous l'avez souligné, il y a des augmentations très fortes. Sauf que quand on est dans une commune, qu'on soit locataire ou propriétaire, quand on se promène dans la rue et qu'il fait nuit,
les lampadaires, ils éclairent indifféremment celles et ceux qui sont locataires ou propriétaires, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples des équipements publics. Donc c'est petite cause, grands effets. Ça avait été présenté comme un gain substantiel de pouvoir d'achat. J'en suis pas convaincu du tout. Et la preuve, c'est que ça recrée encore de l'inégalité. Et ça va dégoûter certains investisseurs d'investir à cause de ça. J'ai une question pour vous, Christophe. J'ajouterais, je suis d'accord avec ce que dit Bernard, mais j'ajouterais quand même quelque chose. La suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et là je pense qu'on est en route vers une révolution sociétale majeure, c'est que les élus s'en donnent à cœur joie sur la résidence secondaire. Parce que la résidence secondaire, elle paye toujours la taxe d'habitation. Et maintenant, elle paye le foncier et le gouvernement qui est jamais en mal d'imagination pour faire un mauvais coup aux propriétaires et surtout aux petits propriétaires. Maintenant, il y a des dizaines de milliers. Au début, c'était quelques communes. Puis maintenant, on nous a habillé ça. Vous savez, c'est comme la CSG. Ça commence à 1%, puis après, ça finit à 20%. Bon. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que derrière, maintenant, les Français moyens, ils ne pourront plus, c'est pas vrai, c'est une fable, ils ne pourront plus payer la taxe foncière chez eux dans leur résidence principale et garder un petit bien en résidence secondaire. Non, parce que là, ils vont payer le foncier qui est explosé et ils vont payer la surtaxe sur la taxe d'habitation. Et au total, au cumulé, ils sont perdants. Le Français moyen, il peut plus. Et on le voit toute la journée. Moi, je vous dis, ce que je vois le plus souvent en ce moment, c'est des personnes âgées, des veuves notamment, qui sont obligées de faire des arbitrages parce qu'elles peuvent pas garder les deux biens. La taxe foncière, la fiscalité locale, c'est pas le signe d'un échec de la gouvernance État, collectivité locale? Joker. Bernard Cadot. Moi, je pense que si. Et puis, je pense aussi qu'à force de créer des strates intermédiaires entre les citoyens et l'État, ce système-là engendre par définition des besoins de fonctionnement qui se traduisent immanquablement par des taxes de ceci ou de cela. Et on revient à cette notion qui est terrible, c'est que ça reste une variable d'ajustement budgétaire, que ça soit au niveau local ou au niveau national. Et c'est devenu d'une telle complexité, et Bernard a raison, et c'est devenu d'une telle complexité. Regardez aujourd'hui, qui est au courant de la taxe GEMAPI? Personne. Voilà, la taxe GEMAPI, en réalité, c'est pour que les collectivités puissent construire des bassins de rétention d'eau pour les débordements, etc. Au début, c'était 2 ou 3% des communes qui le prenaient. Et maintenant, c'est 75%. Ah, mais on vous dit, c'est jamais beaucoup, c'est tout le temps 10 euros, 15 euros, oui, d'accord, 20 euros, oui, mais. Les petits ruisseaux font les grosses rivières. Voilà, mais ça, plus ça, et je vous ai pris la taxe GEMAPI, mais on pourrait prendre 50 petites taxes. Mais au total, la classe moyenne, le Français moyen, il est exclu, il ne pourra plus. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment vers une révolution sociétale majeure. Tiens, Bernard, le DPE qui évolue au 1er janvier 2026, ça vous inspire quoi? Alors, vous savez, ce que ça m'inspire, moi, quand j'entends le DPE, je pense à une autre chose. C'est l'interdiction des véhicules à moteur thermique à l'échelle ou à l'horizon de 2030 ou de 2035. On a lancé une décision sans vérifier si le tissu industriel, si la filière industrielle était capable de répondre à ses besoins. Tous les professionnels ont alerté pour le DPE sur l'impossibilité de tenir le calendrier. On a été écouté, ou plutôt l'histoire s'est répétée, puisqu'il s'est avéré que ce calendrier ne pouvait pas être tenu, il a fallu décaler. Et puis, aujourd'hui encore, on n'a pas de certitude sur le contenu des diagnostics. Et pour des mêmes immeubles, au même endroit, des appartements différents, juste selon comment ils sont orientés, ou le mode de chauffage, il n'y aura pas le même diagnostic. Et puis, là encore, on a manqué de prévision, parce que lorsqu'on veut faire une rénovation massive pour répondre justement aux critères de la dépense énergétique et des économies d'énergie, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le dit. Et les financements ne sont pas à la hauteur. Et le reste à financer pour la plupart des gens, parce que comme par hasard, celles et ceux qui ont des gros travaux à faire dans leur logement sont celles et ceux qui gagnent le moins et qui ont le moins de patrimoine disponible et le moins d'accès au crédit. Quand vous avez 70 ans et que vous allez voir votre banquier pour lui demander 40 000 euros de crédit pour finir la rénovation énergétique de votre logement, à votre avis, ça se passe comment? Merci, au revoir. Christophe de Merson.
le banquier il va vous répondre merci, au revoir. Et ce que dit Bernard, il le souligne, mais c'est exact. Et j'ajouterais pire, c'est qu'en réalité, la France, et ça veut rien dire, la France, c'est au moins à 3 vitesses. Il y a les métropoles, il y a les territoires à peu près où ça se passe à peu près convenablement, et puis après, il y a les territoires où il y a la vacance locative subie, c'est-à-dire que c'est des territoires où il n'y a plus de marché, vous avez un bien, mais vous allez essayer de trouver un acquéreur, je dis bien essayer de trouver un acquéreur, et peut-être de trouver un acquéreur. Comment voulez-vous que les gens qui sont sur ces territoires, avec des loyers, avec des prix où il n'y a plus de marché, donc je veux dire, tout est hors norme, c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter un bien en admettant qu'il veuille le louer, puisque les gens ne pourront plus louer non plus, les quelques personnes qui restent et qui voudraient louer, eh ben ils pourront pas, il y a rien. Et s'il faut acheter un chauffe-eau, s'il faut mettre des mètres cubes de laine de verre dans les combles, s'il faut changer la toiture, et ben ça coûte cher. Et ben ça coûte aussi cher à Paris que si on est sur le plateau de Larzac. Dernière question pour vous, Christophe. Est-ce que la politique du logement 2026, est-ce qu'elle tient encore debout, ou est-ce qu'on va pas jouer les prolongations avant une espèce de chaos final? Alors le chaos final, je ne sais pas, parce que le législateur trouve toujours des petites dérogations au dernier moment. Le DPE est un bon exemple, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation est grave, il ne faut pas le masquer à nos auditeurs. Et ce qui est sûr aussi, c'est que rien n'est écrit malgré tout. Je pense qu'il faut toujours garder, et sinon on ne ferait pas d'immobilier, il faut toujours garder une touche d'optimisme, parce qu'on se dit des fois, il y a quelqu'un qui peut dire, ben oui, mais le principe, là il y a 7 ans qu'on tire à boulet rouge sur le logement. Les résultats, ils sont là. Personne ne va vous dire, regardez le bilan sur les 7 ans, personne ne va vous dire qu'il est bon. Et après, on peut se dire, eh ben voilà, le miracle peut se produire et il y aura un homme providentiel. Merci à tous les deux, merci à Christophe Deverson, merci Bernard Cadot. Je sais que vous vouliez intervenir une dernière fois, mais ce sera la prochaine fois. La prochaine fois. Voilà, tout de suite, c'est le choix du club. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Paris Prodiag, votre partenaire spécialiste des diagnostics immobiliers à Paris depuis plus de 3 ans. Quels que soient vos besoins, les équipes de Paris Prodiag interviennent en moins de 48 heures. Paris Prodiag, paris-pro-diags.com, paris-prodiag.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Allez, on va parler du parc privé qui se durcit avec des exigences de plus en plus importantes, 3 fois le loyer, CDI, des garants. Sommes-nous face à une éviction assumée des ménages fragiles? Pour en parler avec moi, il y a Henrik Glamport, il est fondateur de Louer Premium, une conciergerie Airbnb. Bonjour Henrik, merci d'être avec moi. Bonjour Marc. Alors, est-ce que on est face à une évolution assumée des ménages fragiles aujourd'hui, avec l'évolution de ces critères qui se durcissent pour louer? Alors c'est plutôt, je dirais, le résultat d'une réglementation qui est totalement déséquilibrée en fait, qui favorise très largement le locataire, ce qui en fait, face à ce déséquilibre, les propriétaires s'organisent tout simplement. Bien sûr. Et donc se couvrent des risques qui peuvent être des risques. On le sait, de comment déloger un squatter, de l'impayé, tout ça mixé avec des charges qui ont très largement augmenté, taxes foncières et autres, eh bien les propriétaires doivent justement sécuriser leur logement tout simplement, avant même de parler de le rentabiliser. Et donc ça passe par des choix toujours plus exigeants, et il me semble que c'est normal, parce qu'en fait ils ont tout simplement pas le choix face à ce harcèlement presque. Alors, on a un logement social qui est saturé, des délais de plusieurs années pour obtenir un logement. Comment expliquer qu'un pays riche comme la France ne puisse pas loger ses citoyens correctement ? Alors, le logement social, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir loger notre population, une partie de la population qui en a besoin. Malheureusement, par exemple, pour le manque de construction neuve peut expliquer justement une partie de ce manque de logement en France. Après, il est vrai que le parc de logement social existant, lui aussi est probablement à rénover de manière plus ou moins lourde, à transformer. Même si des efforts sont faits par les bailleurs justement pour transformer un peu tout ça,
n'empêche que quand il y a les travaux un peu lourds, il faut pouvoir aussi reloger au moins temporairement les locataires avant. Alors justement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que vous êtes fondateur d'une conciergerie, vous êtes dans la location courte durée. Et justement, cette location courte durée, elle devient aujourd'hui une solution d'hébergement de 1 à 3 mois. Est-ce une soupape ou un symptôme d'effondrement ? Alors pour moi, malheureusement, c'est les deux. Une soupape parce que en fait, ça reste effectivement une solution de logement temporaire. Vous l'avez dit, jusqu'à maximum 3 mois sur un logement. Le temps pour le locataire de trouver un logement un peu plus pérenne. Symptôme d'effondrement, parce qu'en fait, tout simplement, devant la réglementation qui est très déséquilibrée, on en a parlé tout à l'heure, le bailleur privé est de moins en moins protégé, de moins en moins enclin à vouloir louer son logement. Donc, des propriétaires qui ne veulent plus louer, la construction qui manque. Tout ça fait une offre. Ce que vous décrivez, c'est ce que me décrivent les propriétaires de camping, notamment privés, qui se transforment de plus en plus en variable d'ajustement pour loger les gens. Mais votre modèle n'a pas justement cette vocation sociale, mais elle joue désormais ce rôle d'urgence. Est-ce que c'est un détournement ou c'est devenu une nécessité aujourd'hui ? Alors, je pense malheureusement que c'est une nécessité. Alors, c'est vrai que vous l'avez évoqué, le logement temporaire, pour plusieurs cas, a toujours existé, puisque on loge, par exemple, des familles qui sont dans certaines difficultés dans des chambres d'hôtel. On a des étudiants qui se logent dans des campings. Donc voilà, c'est plutôt des choses sinistrés également. On a de plus en plus de sinistrés climatiques qui finissent dans l'habitat léger, comme on appelle ça. Exactement. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau marché entre hôtels meublés, touristiques et location classique ? Alors, je dirais pas que le marché est réellement nouveau, puisqu'on l'a dit, il y avait déjà du logement temporaire, sous d'autres formes, mais en tout cas, en effet, cette proposition vient donner une nouvelle offre finalement à ce marché. Alors, le marché que j'appelle plutôt le marché de la chaise musicale du logement pour les personnes qui en ont besoin. Alors c'est une forme qui est aussi un peu plus confortable que du camping ou que d'une chambre d'hôtel, plus familiale aussi, mais n'oublions pas que ça reste temporaire. Alors, si les lois anti-Airbnb, elles se durcissent encore, que deviendront les personnes qui n'ont plus accès ni au public ni au privé ? Est-ce qu'il faudra inventer quelque chose de nouveau, encadrer peut-être la réquisition deviendra une solution, je ne sais pas. Alors, les récentes réglementations anti-Airbnb, d'après moi, viennent limiter finalement l'offre de logement pour les personnes concernées par ces difficultés, en fait. Donc, je pense qu'il faut reconnaître qu'effectivement, ces logements en location courte durée ont une vocation un peu sociale. Par contre, moi, je suis assez opposé à réguler ce type de logement, tout simplement parce que ça l'est déjà, très fortement. C'est déjà assez compliqué. Et puis, on a déjà vu par le passé qu'est-ce qui se passe quand l'État veut réguler un marché. Merci à vous pour vos réponses, cher Henrik. Henrik Glamport, louerpremium.com. Voilà, donc le replay de l'émission, on le retrouve sur YouTube, sur la page Radio J-Mag. Nous, on se retrouve lundi prochain à 16h05. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.